Dans cette vidéo, on va corriger l'application 4 du premier chapitre de chimie et je voudrais aussi vous apporter quelques explications, quelques précisions sur ce qui a été vu juste avant dans le chapitre. Donc déjà, en tout premier lieu, l'équation des gaz parfaits. Donc PV égale nRT que vous devez bien évidemment connaître sur le bout des doigts. Je voudrais vous mettre un gros attention sur cette loi, il faut utiliser les unités du système international. Vous n'avez pas le choix, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut utiliser les unités du système, du système international. En fait, vous n'avez pas le choix parce que ici, dans la formule, vous avez le R qui est là, qui est donc la constante des gaz parfaits. C'est le premier exercice du TD sur l'analyse dimensionnelle. Je vous ai fait retrouver cette unité. Et donc, cette constante, elle vaut 8,314. Pareil, vous devez la connaître, mais je pense qu'à force, elle rentrera. 8,314 unités SI. Si vous ne prenez pas les unités SI, donc si pour le volume, par exemple, à la place des mètres cubes, vous prenez des litres, vous n'avez plus du tout la même valeur pour la constante. Donc, cette constante R, elle vaut 8,314 joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Elle vaut 8,314 si on prend tout le reste en unité du système international. Donc, dès que vous utilisez l'équation des gaz parfaits, comme cette constante apparaît ici, et que vous allez prendre 8,314 parce que soit vous la connaissez, soit tous les énoncés vous donneront cette valeur, toutes les autres grandeurs doivent absolument être utilisées en unité du système international, c'est-à-dire... Alors quand je vous parle d'unités du système international, ça peut être des unités dérivées, c'est-à-dire que pour la pression, par exemple, on va couramment utiliser l'unité dérivée, le pascal, qui s'exprime, on peut l'exprimer en unité du système international. Donc pour la pression, vous devez utiliser le pascal. Pour le volume, vous devez utiliser le mètre cube. Ne m'utilisez pas les litres, ça ne marchera pas. Pour la quantité de matière, vous devez utiliser des mols. Et pour la température, c'est absolument le Kelvin et pas le degré Celsius. Voilà, donc c'est un peu le piège de cette formule. Donc ne vous trompez pas, utilisez les unités du système international ou les unités dérivées comme le pascal. Vous devez connaître ces conversions, les conversions qui sont ici, parce que les énoncés ne seront pas toujours sympathiques et vous donneront pas toujours les grandeurs dans les unités du système international. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur la loi de Dalton parce qu'en général, vous avez du mal à la comprendre. Donc là, avec juste la définition, ça va peut-être poser problème à certains. Donc, je vous relis la phrase et ensuite, je vais vous l'expliquer en essayant de vous faire un schéma. La pression partielle d'un corps pur gazeux, donc prenez un mélange, j'en sais rien, imaginez une enceinte fermée, prenez un mélange... Je vais vous prendre 2 gaz rares, comme ça ce sera facile à dessiner. Prenez un mélange hélium-argon. Voilà, vous prenez une enceinte fermée, dedans, il y a un mélange de gaz, d'hélium et d'argon. Donc c'est des gaz rares, donc ça va être une seule molécule, je vais les représenter, un seul atome, je vais les représenter par des boules. Donc, si je veux connaître la pression partielle de l'hélium dans ce mélange hélium-argon, il va falloir que je considère la pression dans l'enceinte fermée, si l'hélium occupait seul le volume de l'enceinte fermée, c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'argon. Donc, par exemple, je tente de vous faire un petit dessin. Donc, au départ, j'ai mon enceinte fermée qui contient... Alors, les couleurs, je prends n'importe quoi. Qui contient de l'hélium. Donc on va dire qu'en bleu, c'est les atomes d'hélium sous forme gazeuse. Donc elles prennent tout le volume disponible dans l'enceinte. Et de l'argon, donc bien évidemment, normalement, c'est absolument pas la même taille. L'hélium est un atome bien plus petit que l'argon. Donc là, c'est très simplifié, très vulgarisé. Voilà. Donc je mets plus d'argon que d'hélium volontairement. Et donc là, vous avez des atomes d'argon. Donc quand je donne la pression
de ce mélange, je donne la pression totale, c'est-à-dire la pression en considérant qu'il y a les atomes d'hélium et les atomes d'argon. Maintenant, si je parle de la pression partielle en hélium, il faut que je reprenne exactement la même enceinte. Donc je vais faire à peu près exactement la même enceinte. Et que cette fois, je considère uniquement les atomes d'hélium dans cette enceinte. Donc j'en avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc je refais mes 9 atomes d'hélium. La pression partielle en hélium, ce sera la pression dans l'enceinte qui est ici, en considérant que j'ai mis que de l'hélium dans mon enceinte. Et donc à côté, je peux vous faire la même chose avec l'argon, mais je ne vais pas m'amuser à compter le nombre d'atomes d'argon que j'ai mis dans l'enceinte. Voilà, donc il faut vraiment faire la distinction entre la pression totale d'un mélange gazeux qui contient donc, le mélange gazeux contient donc, là j'ai pris un exemple avec seulement deux gaz, mais vous pouvez en avoir 10. Donc la pression totale, ça va être la pression partielle d'hélium plus la pression partielle d'argon. Et donc si vous voulez connaître la pression partielle de l'un ou de l'autre, il faut considérer qu'il y ait uniquement l'espèce chimique qui vous intéresse dans le volume de l'enceinte considérée. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair. Et la loi que vous avez ici, là, pression partielle est égale à fraction molaire, donc pression partielle d'hélium par exemple, est égale à fraction molaire d'hélium fois pression totale, ça c'est la pression totale du mélange, c'est ce que je notais pétote ici. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de Dalton. Apprenez le nom des lois parce que des fois dans l'énoncé on va vous dire en utilisant la loi de Dalton, blablabla, blablabla, blablabla. Et si vous ne savez pas ce que c'est la loi de Dalton, vous allez être bien embêté pour la suite. Voilà, donc apprenez le nom des lois qu'on vous écrit. Loi des gaz parfaits, loi de Dalton, etc. Alors juste très rapidement, on fera très peu de démos en physique, mais là on peut montrer cette loi de Dalton, donc je vais vous le faire. Réécrire les deux lois, donc ce serait PI fois V est égal à NI fois RT, et je vais diviser de chaque côté. Ici, je vais diviser P fois V, et ici, je vais diviser par N total fois RT. Et donc ensuite, là, vous pouvez faire les simplifications qui vont bien. On considère le même volume dans les deux cas, c'est ce que je vous ai expliqué, je me répète ici. Ensuite, la constante des gaz parfaits, c'est la même qu'on considère uniquement l'espèce chimique ou le mélange total. Et on considère qu'on est à la même... J'ai oublié une petite barre sur le T. Et on considère qu'on est à la même température. Donc, je peux aussi supprimer au numérateur et au dénominateur les T. Et donc, en fait, il vous reste PI sur P est égal à NI sur N, avec N total et P total. Et ça, NI sur N, c'est rien d'autre que la définition de la fraction molaire. Donc, vous avez... PI sur pression du mélange est égal à fraction molaire de l'espèce considérée. Et donc vous avez bien pression partielle de l'espèce considérée est égale à XI fois P. Voilà. Donc on en vient à l'application 4. Alors dans la première question, je vous demande de calculer la pression exercée par 1,25 g de diazote contenu dans un flacon de volume V0 et de température θ. Alors là, il n'y a rien de difficile, il faut juste utiliser l'équation des gaz parfaits. Par contre, faites attention aux unités. Là, je ne suis pas en unité SI, puisque je suis en grammes et pas en kilogrammes. Là, je ne suis pas en unité SI, parce que je suis en millilitres et pas en mètres cubes. Et là, je ne suis pas en unité SI, parce que je suis en degrés Celsius et pas en Kelvin. Donc, je vais utiliser... la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Là, on me donne une masse. Donc, la quantité de matière qui est là, je vais la remplacer par masse de diazote et masse molaire. Donc, j'ai petit m sur grand M, le tout fois RT. Et il va bien falloir utiliser les unités du système international, c'est-à-dire le kilogramme ici, le Kelvin ici, le kilogramme par mol. Faites attention parce que ça, c'est une erreur très courante, vous avez tendance forcément à utiliser le gramme par mol, mais l'unité SI de la masse, c'est le kilogramme et pas le gramme. Et ensuite, ici, il faut vous mettre en mètre cube. Donc, première chose à faire la conversion de toutes les grandeurs que vous donne l'énoncé.
Alors, la plus difficile à faire, mais que voilà, vous devez savoir faire sans vous tromper, c'est les conversions à litres mètre cube ou millilitres mètre cube. Donc là, le volume qu'on vous donne, c'est 250 millilitres. Il faut savoir que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Je ne sais pas, essayez de visualiser une éprouvette, ou alors en chimie, je vous en sortirai une, mais de visualiser une éprouvette. En fait, 1 millilitre, c'est 1 centimètre sur 1 centimètre, globalement. Voilà, donc si vous prenez les petites éprouvettes là, qui contiennent 10 millilitres et que vous regardez juste la graduation de 1 millilitre, globalement, vous avez 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc, bref, il faut savoir que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube, donc 250 millilitres, ça vous fait 250 centimètres cubes. Et ensuite, il faut savoir convertir les centimètres cubes en mètres cubes. Donc là, on a 250 10 puissance moins 6 mètres cubes. Si ça vous pose des problèmes, ça, dites-le moi par mail et je referai un petit point en classe. Honnêtement, n'hésitez pas sur un brouillon à vous faire un tableau de conversion si vous avez l'habitude, ça vous va. Moi, j'ai une autre méthode que j'utilise régulièrement que je pourrais vous expliquer en classe. Donc voilà, si vous avez des soucis là-dessus, dites-le moi par mail, je reviendrai dessus. Donc l'énoncé nous donnait 1,25 si je ne me trompe pas, voilà. Donc 1,25 g que je convertis en kilogrammes, donc ça vous fait 1,25 fois 10 moins 3 kg. La constante ici des gaz parfaits, 8,314. Et la température, je ne m'en souviens pas, 20 degrés Celsius. Donc ça vous fait 273,15 plus 20. Et en dessous, on a donc la masse molaire du diazote. Alors, diazote, pareil, il faut le savoir, c'est 14. Donc vous voyez, vous l'avez là. Masse molaire de l'azote, il faut la connaître, c'est 14. Là, vous avez du diazote, donc vous avez 2 atomes d'azote par molécule. Donc la masse molaire, ce sera 28 grammes par mol. Or, vous voulez des kilogrammes par mol. Donc 28, 10 moins 3. Et ensuite, le volume qu'on a converti juste au-dessus, donc 250 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Pour ce genre de calcul, bien sûr, je vous autorise à prendre votre calculatrice, ce sera plus efficace. Et donc, on trouve normalement 4,35 10 puissance 5 pascal. La pression là que vous avez à mesurer est bien en pascal. La deuxième question, c'est calculer le volume molaire en litres par mol, donc en litres mol moins 1, du diazote à la température 0 degré Celsius et à la pression atmosphérique 1,013 bar. Donc, il faut déjà comprendre ce qu'on vous demande quand on vous demande volume molaire. Si ce n'est pas très clair, regardez les unités ici qu'on vous demande. On vous demande quelque chose en litres par mol, donc ce sera forcément un volume divisé par une quantité de matière. Donc le volume molaire, ça va être volume divisé par la quantité de matière. Or, vous avez la formule des gaz parfaits PV égale nRT, puisqu'on ne vous donne pas... en fait, là, j'utilise cette formule, je sais qu'il faut utiliser cette formule parce que l'énoncé ne me donne pas la quantité de matière. L'énoncé me donne une température et une pression. Donc, une température et une pression. Et ici, j'ai les deux grandeurs qui m'intéressent, le volume et la quantité de matière. Donc, le volume molaire qui vaut volume sur quantité de matière, ça va être égal à RT sur la pression. Et là, vous vous rendez bien compte qu'en fait, le volume molaire, il va dépendre uniquement des conditions de pression et des conditions de température. En fait, le fait que ce soit du diazote, ça n'intervient absolument pas. Donc, la question suivante, c'est même chose pour le dioxygène. Si je fais la même chose pour le dioxygène, j'aurai ici exactement la même expression littérale. Et ça ne change rien, que ce soit du diazote ou du dioxygène. Donc c'est ce que je vous mets en dessous. En fait, le volume molaire, il dépend pas de l'espèce chimique, il dépend uniquement des conditions de pression et de température. Et donc si vous faites le calcul, alors vous avez R qui est égal à 8,314. La température, vous êtes à 0 degré Celsius, donc 273,15 degrés Kelvin. Et la pression, c'était
pression atmosphérique. Donc 1,013 bar, je convertis ça en pascal, ça me fait du 10 puissance 5. Si vous faites le calcul, vous obtenez 0,0224 mètres cubes mol moins 1. Attention, là vous êtes bien en mètres cubes mol moins 1 puisque vous avez utilisé les unités du système international, donc votre résultat s'exprime en fonction avec les unités du système international. Et là, l'énoncé vous demande le résultat en litres mol moins 1. Donc vous devez faire la conversion mètre cube litre. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis passée. Voilà, de là à là. Je sais que 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc la virgule a été décalée de 3. Ce qui vous donne 22,4 litres mol moins 1. C'est une valeur que je vous conseille de connaître puisque le volume molaire est identique pour toutes les espèces chimiques, comme on l'a dit précédemment. Dans la question suivante, on vous demande de déterminer la pression partielle de dioxygène dans la classe. Alors, ce que j'en sous-entends par dans la classe, c'est dans la chambre, dans l'air, partout. Donc, pareil, vous devez savoir qu'en général, on fait l'approximation qu'il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote en quantité. Donc, quand on dit en quantité, en fait, on parle en mol. Les mol, c'est des quantités de matière. Donc, on ne parle pas en masse, on parle bien en mol. Et donc, comme il y a 20% en mol de dioxygène et 80% en mol de diazote, ça signifie que la fraction molaire de dioxygène, c'est 0,20 et que la fraction massique molaire de diazote, c'est 0,80. Donc, la pression partielle de dioxygène, ça va être 0,20 fois la pression dans la salle, donc pression atmosphérique. Là, j'ai pris 0,1 et pas 0,13 pour simplifier. De toute façon, vous savez très bien que ça dépend des conditions météo. Donc voilà, on prend juste 1 bar, 1,010 puissance 5 pascal, ce qui fait que vous avez une pression partielle en dioxygène de 0,2 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà. Il reste une question. On vous demande la masse molaire de l'air, sachant qu'ici, on vous donne la masse molaire d'un mélange. Alors là, je voudrais vous mettre un gros attention. La masse molaire d'un mélange, la formule, c'est bien celle que je vous ai mise là, et c'est pas. Des fois je vois, j'ai vu ça sur plusieurs copies les années précédentes. Masse molaire d'un mélange, j'avais juste vu somme des masses molaires. C'est-à-dire que je ne sais pas, si je reprends l'exemple de l'alcool de l'application 3, je crois, le mélange c'était eau éthanol. Attention, la masse molaire totale, donc la masse molaire du mélange, c'est bien fraction massique de l'éthanol fois masse molaire de l'éthanol plus, fraction molaire, excusez-moi, fraction molaire de l'éthanol plus masse molaire. Je recommence. Donc si je reprends l'exemple de l'alcool de l'application 3, la masse molaire de l'alcool, c'est bien fraction molaire de l'éthanol fois masse molaire de l'éthanol plus fraction molaire de l'eau fois masse molaire de l'eau. Et c'est pas juste masse molaire de l'éthanol plus masse molaire de l'eau. Non. Donc vraiment, faites bien attention à ça. Donc je vous donne cette formule et je vous demande de calculer la masse molaire de l'air. Donc on vient de dire que, juste dans la question précédente, que la masse molaire du dioxygène c'est 0,20 et que la masse molaire du diazote c'est 0,80. Donc la masse molaire de l'air, du mélange des deux, on néglige toutes les autres espèces chimiques qui sont en minorité, ça va être X de O2 fois M de O2 plus X de N2 fois M de N2. Et donc ça vous fait 0,2 fois masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc masse molaire du dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Plus 0,80 fois masse molaire de l'azote, c'est 14. Donc masse molaire du diazote, c'est 28.
Voilà, et si vous faites le calcul, vous trouvez 28,8 grammes par mol, qu'on arrondit très très régulièrement à 29 grammes par mol. Et pareil, je vous conseille, je vous demande même de connaître cette valeur. Ou alors, si vous ne la connaissez pas, je vous demande de savoir la retrouver parce qu'on ne vous la donne pas toujours. Voilà pour cette application 4 et les petits détails du poli.